Au printemps 2019, une enquête en ligne sur le ressenti discriminatoire a été menée sur Rennes et sa métropole par les sociologues d'Aresvi. Près de 2500 personnes y ont répondu en un mois. Je vais vous parler de 2 questions qui ont été posées et qui permettent d'illustrer le thème de cette petite conférence « Je suis discriminé, que faire ?» À la question « Avez-vous été victime ou témoin de discrimination ?» 74% des répondants disaient avoir été victimes. 81% des répondants disaient avoir été témoins. À la question « Qu'avez-vous fait après avoir subi des discriminations ?» 36% des personnes disaient en avoir parlé à leurs proches. Vous pouvez aussi être concerné en tant que proche de victime par cette question « Je suis victime de discrimination, que faire ?» Les autres personnes disaient en avoir parlé à leurs collègues ou sur les réseaux sociaux à un médecin, mais 22% disaient n'avoir rien fait et rien dit. Or, quand on lit les témoignages présents dans l'enquête, on perçoit à quel point il est important de pouvoir en parler, de mettre des mots sur les mots. Cette étape de rendre public une chose de l'ordre de l'intime est difficile. C'est pour cela qu'il faut pouvoir en parler dans de bonnes conditions. En effet, selon la même enquête, 65% des personnes ont eu l'impression de n'être pas écoutées correctement au moment où ils ont parlé des discriminations qu'ils avaient rencontrées. L'enquête qui a été menée sur la métropole de Rennes en 2019 porte des constats qui malheureusement ne sont pas une originalité locale. On se rend compte que de nombreuses études et recherches faites au niveau national, voire international, montrent que les personnes qui se disent victimes de discrimination ou témoins d'agissements discriminatoires sont de plus en plus nombreuses. Le défenseur des droits, par les travaux qu'il mène sur les questions de l'égalité, s'attache à mettre en lumière ce phénomène qui est un phénomène perçu comme massif dans la société française. Notamment, il a pu publier en juin 2020 un rapport sur discrimination et origine, l'urgence d'agir, ou un baromètre qu'il publie tous les ans pour parler de la perception des discriminations dans l'emploi. Rendre visibles effectivement les discriminations, identifier les mécanismes discriminatoires sont absolument indispensables pour permettre aux victimes de s'exprimer sur leur situation, pour qu'elles puissent en parler dans un cadre sécurisé, où elles aient l'impression d'être écoutées, entendues, et surtout qu'elles sachent qu'en parler ne va pas servir à rien. Et effectivement, c'est absolument essentiel, car si les discriminations sont un phénomène massif, le non-recours aujourd'hui est également un phénomène de grande ampleur. Les conditions dans lesquelles vont avoir lieu l'écoute sont importantes. Ainsi, selon votre situation, outre vos proches, vous pouvez en parler à des personnes de confiance, que ce soit des enseignants, des animateurs, des entraîneurs sportifs, ou alors dans le monde professionnel, les représentants du personnel ou les syndicats. Vous pouvez aussi en parler à des soignants, infirmières, médecins du travail, pharmaciens. Ce qui est important, c'est de leur demander de vous orienter vers des associations ou des groupes de pairs. Ce qui, d'après les répondants à l'enquête, s'est avéré très positif à cette étape de leur parcours. À Rennes, différentes associations luttent contre les discriminations et sont en mesure de vous écouter et de vous accueillir. Le CRIDEV, qui s'occupe de tous les types de discrimination, sexisme, racisme, validisme, pauvrophobie, etc. ISKIS, acteur sur les discriminations liées à l'orientation sexuelle et de genre. SOS Handicap, sur les discriminations liées au handicap. Déconstruire, sur les discriminations intersectionnelles, notamment au croisement du sexisme et du racisme. Enfin, l'UAIR et le MRAP, sur les discriminations liées à l'origine. Vous trouverez toutes leurs coordonnées à la fin de cette conférence. Vous pouvez également vous tourner vers les délégués du Défenseur des droits, et plus précisément à Rennes, celui spécialisé en termes de discrimination. Alors, le Défenseur des droits, c'est une autorité administrative indépendante qui a été spécifiquement créée pour veiller au respect des droits et des libertés des individus. Il est inscrit dans la Constitution et une de ses missions est justement de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité. Alors, s'agissant de l'écoute, 2 dispositifs complémentaires sont mis à la disposition du public par l'institution.
Le premier dispositif est ce qu'on appelle la plateforme antidiscrimination.fr, qui est un mécanisme d'accompagnement et de signalement des situations de discrimination qui a été mis en place tout récemment, en février 2021, à la demande du président de la République et qui est mené par le Défenseur des droits. Cette plateforme, elle est à la fois un numéro de téléphone gratuit et complètement anonyme qu'on peut joindre en composant le 3928, plateforme qui peut être contactée pour parler de sa situation, être informé, être orienté sur les difficultés. Mais c'est aussi une plateforme internet, antidiscrimination.fr, à partir de laquelle on peut prendre contact avec des juristes spécialisés en droit de la non-discrimination par le biais d'un chat. Et là, effectivement, vous allez pouvoir avoir des informations sur est-ce que ma situation relève bien de la discrimination ou pas et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier. Le deuxième principal dispositif d'écoute que l'on peut avoir, c'est effectivement ce que disait Ariane, ce sont les délégués du Défenseur des droits. Alors, les délégués du Défenseur des droits, ce sont des bénévoles qui accueillent le public dans le cadre de permanences gratuites dans plusieurs points du territoire et on en a actuellement 5 qui interviennent sur la métropole rennaise dans plusieurs lieux différents. Et auprès des délégués, effectivement, c'est un peu le même principe d'avoir une écoute bienveillante et une écoute qui vous permet de mettre des mots sur la situation et de pouvoir analyser si effectivement on est face à une situation de discrimination ou pas. Alors, il paraît important d'avoir plusieurs leviers d'accès et de parole pour les victimes parce que certaines vont avoir besoin d'un contact assez distancié. Et le téléphone, dans ce cas-là, une écoute anonyme par le téléphone peut être plus utile pour elles, alors que d'autres vont avoir besoin d'être reçues dans la confidentialité d'un bureau par une personne qui va vraiment les accompagner d'un point de vue physique. Donc, c'est important d'avoir tous ces leviers d'écoute et vous pouvez faire appel à l'un ou l'autre des dispositifs, soit des associations, soit la plateforme à Paris, soit des délégués du Défenseur des droits. On entend souvent un petit peu à tort des personnes parler de leur situation et dire là oui c'est sûr ce que tu vis ou ce que je vis c'est une discrimination. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est une discrimination? Est-ce qu'à chaque fois qu'on a un sentiment d'injustice ou d'inégalité, on est victime de discrimination ou pas? Eh bien non, parce qu'en réalité, d'un point de vue juridique, par la loi, la discrimination, elle remplit un certain nombre de critères pour qu'on puisse considérer qu'une personne est victime. Il y a 4 principaux éléments qui permettent de caractériser une discrimination. Alors tout d'abord, il faut qu'il y ait une personne qui soit moins bien traitée qu'une autre ou à qui on refuse un droit. Donc il faut vraiment avoir un traitement défavorable ou un refus de droit. Ensuite, deuxième élément, il faut que ce refus de droit, ce traitement défavorable, il soit lié à un des critères prévus par la loi. Aujourd'hui, il y a 25 critères qui sont prévus par la loi, alors qui recouvrent beaucoup de situations, mais au rang desquels on peut citer l'âge, l'origine, la religion, le lieu de résidence, l'état de grossesse, le sexe évidemment, l'orientation sexuelle notamment. Mais il y en a de 25, je ne vais pas tous les citer, ça serait un peu long. Donc voilà, il faut ce traitement défavorable en lien avec un critère prévu par la loi. Et il faut que ce soit aussi dans un domaine où la loi a prévu de protéger les victimes. Les principaux textes antidiscriminatoires concernent notamment l'emploi, public comme privé, l'accès aux biens et services, publics ou privés, ou encore l'éducation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'interdiction des discriminations, elle concerne tout le monde. C'est-à-dire un auteur peut être aussi bien une personne privée ou même l'État, voire des textes qui peuvent être discriminatoires. Alors, les discriminations, elles sont plus ou moins faciles à déceler, puisqu'elles peuvent prendre des formes très, très différentes. Alors, la forme principale, c'est ce qu'on appelle la discrimination directe. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je suis moins bien traitée qu'une autre personne parce que je suis une femme. Par exemple, un employeur qui vous dit « Ah ben non, désolé, vous avez 30 ans, vous voulez faire des enfants, moi, ça ne va pas être possible pour ma petite entreprise, ça risque de poser un problème, donc je ne peux pas vous embaucher. » Ou encore, non, désolé, moi je loue plus à des personnes d'origine maghrébine, j'ai eu de trop mauvaises expériences par le passé. Là, on est vraiment clairement par un refus de droit qui est lié à un critère prévu par la loi. Il y a des formes aussi un peu
différentes de la discrimination, et notamment le harcèlement discriminatoire. Ce qu'on appelle le harcèlement discriminatoire, c'est le fait de subir des agissements répétés qui portent atteinte à la dignité et qui sont liés justement à l'un de ces critères. Alors il y a des harcèlements, le harcèlement existe, mais ce harcèlement spécifique, il est bien lié à votre critère, au fait que vous soyez handicapé, au fait que vous soyez d'origine malienne. C'est cet élément-là qui fait que vous allez subir ces agissements répétés qui vont vraiment créer pour vous un climat hostile et dégradant. Une autre forme de discrimination, c'est le harcèlement sexuel. Donc je ne vais pas m'étendre puisque c'est juste pour citer qu'on est bien dans le cadre de la discrimination. Et une dernière forme de discrimination qui est plus difficile à déceler, c'est ce qu'on appelle la discrimination indirecte, où là on voit l'importance du fait que finalement la discrimination elle n'est pas toujours intentionnelle de la part des auteurs. C'est la situation où il y a une pratique apparemment neutre par rapport à ces fameux critères que j'ai cités, qui manifestement ne me concerne pas moi parce que je suis une femme, il concerne à peu près tout le monde, mais au final, dans ses effets, cette pratique ou cette mesure, elle a plus de conséquences négatives sur une personne parce qu'elle appartient à un groupe déterminé. C'est le cas, je parlais du cas des femmes, par exemple, dans une société, une entreprise où toutes les réunions de direction sont fixées systématiquement après 18 heures. On voit bien l'impact, a priori, ça n'a pas d'impact, ça a un impact pour tout le monde, mais pour certaines personnes qui ont des charges de famille, qui doivent aller chercher leurs enfants à la crèche, ils ne vont pas pouvoir participer à ces réunions et de fait, ils ne vont pas pouvoir accéder aux postes qui correspondent à ces structures. Donc là, on se trouve sur un format de discrimination un peu plus difficile à déceler, où il va falloir vraiment analyser les effets négatifs des discriminations. Avec ce qu'a dit Julie, on comprend que certaines agressions ne peuvent pas être qualifiées de discrimination parce qu'elles n'empêchent pas l'accès à un droit ou à un service. Mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne font pas l'objet de sanctions. En effet, qu'il s'agisse d'injures, de diffamation, d'incitation à la haine, elles sont punies par la loi. Mais de quoi parle-t-on exactement et quelles sont les peines encourues ? Donc l'injure, c'est une expression outrageante, un terme de mépris ou invective adressé à une personne ou à un groupe à cause d'un des critères définis par Julie tout à l'heure, un des 25 critères. La diffamation, ce sont des propos tenus mais qui font référence à des actes précis que l'on reproche à des personnes en faisant un lien direct avec le fait qu'elles appartiennent à un des groupes ou qu'elles présentent un des critères définis dans la loi. Enfin, l'incitation à la haine, c'est une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe parce qu'il présente un des critères définis dans la loi. Lorsqu'une de ces trois expressions est publique, la personne encourt jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Qu'entend-on par public ? C'est le fait qu'on souhaite que ces propos soient entendus, qu'ils soient dans un groupe restreint ou dans un groupe étendu. Ces propos sont dits à haute voix et clairement à destination d'être entendus par d'autres. Donc voilà, donc que ce soit de l'injure, de la diffamation ou de l'incitation à la haine, il ne s'agit pas de discrimination. En revanche, on qualifie quand même de ressenti discriminatoire le ressenti de la personne qui a subi ces violences. Et c'est d'ailleurs pourquoi la plateforme antidiscrimination.fr s'occupe aussi d'orienter les personnes qui sont victimes de ces injures. Donc on n'est pas proprement parlé sur de la discrimination, mais il y a quand même une écoute particulière vis-à-vis des personnes victimes de racisme ou de propos racistes. Alors pour ce qui est de faire valoir ses droits, c'est important de rappeler que le fait de discriminer, la discrimination, c'est un délit pénal qui est susceptible de 3 ans d'emprisonnement, 45 000 € d'amende. C'est un délit pénal, mais pas que. C'est aussi un comportement qui peut être sanctionné d'un point de vue civil. Alors, avant d'en arriver au juge, il peut y avoir plusieurs options à creuser pour faire valoir ses droits. On a évoqué le fait d'en parler à des interlocuteurs au sein de votre entreprise ou à des associations. Tout ça sont des leviers qui vont peut-être permettre de corriger les situations. En parler aussi, l'autre levier qui peut intervenir, c'est le défenseur des droits, qui est donc chargé de traiter des réclamations
réclamations qui lui sont soumises et par des personnes qui s'estiment victimes de discrimination. Alors, le défenseur des droits a obtenu des pouvoirs de par la loi qui lui permettent d'enquêter sur les situations. Il peut à la fois interroger les personnes mises en cause devant lui, il peut aussi faire des vérifications sur place, voire auditionner les auteurs de discrimination, et essayer de trouver la voie la plus utile pour réparer les situations. Alors la voie privilégiée, si on peut dire, avec l'accord des victimes évidemment, c'est la voie amiable. On essaie toujours, que ce soit au niveau du siège à Paris ou des délégués du défenseur des droits, de trouver une situation qui permette de réparer le plus rapidement possible les personnes et les rétablir dans leurs droits. Si la médiation, cette voie amiable n'est pas possible, il y a une possibilité d'enquêter de manière plus approfondie avec les pouvoirs que j'ai évoqués et de constater par des décisions plus officielles les discriminations. Et dans ce cas-là, le défenseur des droits peut faire des recommandations de réparer des préjudices, de modifier des pratiques ou encore de présenter des observations devant les juridictions quand le juge est saisi de la situation. Et c'est effectivement le dernier levier pour faire valoir ses droits, c'est celui de l'accès au juge, le recours devant le juge. Alors, comme on l'a dit, la discrimination peut être un délit pénal, d'où la possibilité de porter plainte pour que l'auteur de la discrimination soit poursuivi devant le tribunal correctionnel. Mais une autre voie est celui du recours civil, et on va penser notamment en matière d'emploi au Conseil de prud'homme ou au tribunal administratif concernant les fonctionnaires et les agents publics. Alors, la question qui revient toujours, c'est d'accord à saisir le juge, mais le problème, c'est comment on prouve une discrimination. Il est vrai que prouver la discrimination, au niveau du juge pénal, c'est toujours la victime qui va devoir apporter tous les éléments pour prouver qu'elle a été victime de discrimination. Par contre, devant le juge civil, conscient que la preuve de cette discrimination est très difficile à apporter, le législateur a prévu un mécanisme qu'on appelle l'aménagement de la charge de la preuve. Et là, il ne s'agit pas de prouver par A plus B qu'on est victime, mais d'apporter plein d'éléments concordants, des éléments de fait. Donc, par exemple, je rentre d'un arrêt maladie et puis juste après, on m'enlève des tâches. Donc, j'arrive pas à montrer parce que j'ai pas de fiche de poste, mais on voit bien que dans l'évolution, dans la chronologie, il y a une rupture à un moment donné. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'apporter des éléments qui laissent penser de manière objective, ça laisse un doute que la personne a été l'objet d'une discrimination. Et ensuite, c'est à l'auteur, qui est la personne mise en cause, de démontrer à elle que non, la décision qu'elle a prise, le comportement qu'elle a eu, n'est pas fondé du tout sur le critère de discrimination ou sur la situation de la personne, mais sur des critères objectifs qui permettent d'écarter l'existence de la discrimination. Donc la preuve est difficile à apporter, mais ce mécanisme permet quand même, devant le juge civil, donc le Conseil de prud'homme, le tribunal administratif, de faciliter la réparation des victimes.